Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous proposer cette interview d'un pilote d'avion de ligne qui est maintenant formateur dans un aéroclub. Je vous laisse en compagnie de mon interview et on se retrouve juste après l'épisode. Alors aujourd'hui on est avec Patrick Lecomte, pilote instructeur. Je suis pilote de ligne retraité et puis comme dès le début de ma carrière et jusqu'à la fin j'ai été instructeur en aéroclub, je continue d'une façon bénévole à être instructeur examinateur donc en aéroclub. Pilote de ligne sur quel type d'avion ? Le pilote de ligne, on démarre toujours en moyen courrier, puis ensuite en long courrier. Donc, toute la gamme des Boeing 737, 727, 757, 767, et puis un petit peu d'Airbus. Mais mon tout début de carrière, j'ai commencé sur Caravelle, compte tenu de mon âge. C'est vrai. Donc, c'est vrai que... Et alors, aujourd'hui, est-ce que piloter un avion de ligne et former peut-être la future génération de pilotes, il y a des choses qui ont changé entre avant les avions de ligne il y a peut-être 20 ans, 10 ans, et aujourd'hui? Oui, il y a une transition certaine compte tenu des moyens que l'on rencontre partout au niveau de l'informatique, au niveau de tout ça. Bien, on informatise au maximum. Les avions, peut-être pas au tout début de ma carrière, mais un petit peu avant, se pilotaient à 4 personnes, après 3 personnes, et puis maintenant il n'y a plus que 2 personnes. Donc grâce aux moyens informatiques, aux moyens que l'on rencontre, style GPS, style tous les outils. Le matériel que l'on avait à bord était essentiellement du matériel électromécanique. Maintenant, c'est des puces électroniques on parle aussi de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses. Mais enfin, bon, le pilote sera toujours là, de toute façon. Parce que ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, je suis vraiment passionné par l'aéronautique et principalement l'aviation civile. Et du coup, j'avais une question. C'est quoi une journée type d'un pilote de ligne qui va prendre son vol? De toute façon, oui, un pilote de ligne a 2 phases. Une phase au sol de préparation, une phase donc préliminaire, une phase de fin de vol où on remplit un ensemble de choses, on fait un bilan du vol, et puis la partie vol proprement dit, qui peut être plus ou moins longue, mais on parle d'heures de vol, mais c'est l'heure de présence aussi, qui est quand même les heures de présence qui sont non négligeables, oui. Où le pilote doit prendre en compte à la fois le vol qui est prévu, étudier la faisabilité, bien entendu, et puis également prendre en compte le personnel commercial, les hôtesses et stewards, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas faire du sexisme. Et puis ensuite, la réalisation du vol où on va réaliser le vol en tenant compte. Alors là, il y a deux parties importantes, la partie entre la partie technique et puis la partie commerciale. La partie technique, c'est la partie de vérification de l'avion? Non, c'est la partie où le pilote fait effectivement son métier de pilote, va naviguer, va faire voler l'avion, va le naviguer, va surveiller les circuits, et puis ensuite, il y a la partie commerciale où le commandant de bord, puisque c'est parmi les 2 pilotes, il y a un commandant de bord. Le commandant de bord va s'assurer quand même des passagers ou du fret, l'ensemble de la partie qui le rémunère, qui transporte, qui ramène de l'argent. D'accord. Est-ce que c'est... Enfin, moi, je trouve ça admirable. Quand les portes de l'avion sont fermées, on est bien d'accord que le commandant de bord, c'est lui qui décide de tout. C'est lui le patron. C'est lui le patron, et ça me va très bien au passage. Est-ce que c'est compliqué de gérer un avion type n'importe lequel, tous ceux que tu as pu piloter? Est-ce que c'est compliqué de gérer le personnel qui est à l'intérieur, ou c'est vraiment tout le monde connaît bien son rôle, connaît bien sa tâche, ou est-ce qu'en permanence, il faut toujours repasser les consignes de vérification? Pas de vérification, mais d'accompagnement peut-être du passager ou des choses comme ça? Non, tu sais, les choses, au terme de la compagnie, les procédures sont très
très définie, très bien. On change, on fait très rarement le vol avec d'un vol à l'autre. C'est jamais le même équipage, mais ça se passe toujours de la même façon dans les compagnies structurées, s'entend. Mais enfin bon, Bien c'est sûr, toutes bien les. sûr. Et là, on a simplement les particularités à définir. La seule chose qui modifie, c'est à la fois le contexte extérieur, plus éventuellement le contexte intérieur, c'est-à-dire les passagers, parce que d'un vol à l'autre. Mais par contre, les tâches qui sont dévolues à chacun sont parfaitement étudiées, standardisées, répondent à des critères de qualité, de sécurité. D'abord la sécurité, avec des procédures, avec un point d'entrée, un point de sortie. On sait ce que ça va donner. Ensuite, initialement, c'est la sécurité. Ensuite, c'est l'économie pour la compagnie, la satisfaction du passager, mais c'est parfaitement défini. Oui. Les tâches sont bien définies, réparties, des manuels. Il y a des manuels d'exploitation et c'est un confort, parce que on change de copilote, on change de chef de cabine, on change d'équipage, mais la portée, la musique est toujours la même. C'est génial. C'est génial. Et du coup, alors ça c'est une question. Donc tu as été commandant de bord? Oui. D'accord. Combien de temps il faut en termes de formation, d'investissement personnel? Est-ce que c'est compliqué de devenir pilote de ligne? Et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir pilote de ligne? Ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a donné le courage? Je pense que c'est pas simple d'arriver jusqu'au bout pour arriver aux commandes d'un avion avec des passagers dedans. Oui, ça c'est généralement c'est des volontés de jeunes et tout ça. Bon, initialement, moi c'est une reconversion parce que j'étais dans l'agriculture, donc ça n'avait rien à voir. Enfin, pas l'agriculture, l'horticulture, mais enfin ça n'avait rien à voir. Et puis au bout de 10 ans, j'ai décidé de changer. J'étais pilote privé, puis ensuite j'ai fait de l'instruction pendant 10 ans. Et un beau jour, j'ai dit tiens, je vais être pilote de ligne. Donc je suis parti à l'ENAC, j'ai fait des études. Mais les filières pour être pilote de ligne sont multiples. Il y a l'armée, il y a l'ENAC, il y a les aéroclubs, mais c'est toujours une volonté ce qu'on dit toujours, il faut mordre dans le coussin, quoi. C'est un désir, c'est vraiment c'est une passion qu'on finit par réaliser. Les marches sont difficiles et surtout le problème de cette profession, c'est que pour former quelqu'un, il faut pour l'amener à être dans un cockpit, il faut 4-5 ans à peu près, sans partir de zéro, mais à peu près. Et la chose, c'est que on n'est pas sûr que ça va embaucher à ce moment-là. Ma carrière, moi, j'ai démarré, il n'y avait pas d'embauche, il fallait y croire, il fallait passer les examens. Payer beaucoup parce que ça coûte très cher. C'est un fonds de commerce cher, mais que si on le réalise, eh bien, ça finit toujours par payer. Mais il faut pas se décourager, quoi. C'est surtout ça. Mais encore, c'est une grande satisfaction. Bon, c'est une passion. Voilà. D'accord. Donc c'est avant tout une passion. Oui, absolument, oui, parce que pour parler des choses un peu négatives, c'est la vie de famille. Il y a pas de vie de famille. Quand on a la chance d'être dans une grande compagnie, on a un programme sur 2 ou 3 mois, mais on sait jamais ce qu'on va faire dans 3 mois, les vacances et tout ça. Voilà, exactement. Moi, j'ai été dans des compagnies qui n'étaient pas des grandes compagnies, mais j'ai fait des choses extraordinaires sur le plan personnel, mais sur le plan familial, c'est une catastrophe, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Les avions que tu as pilotés sont des avions de long courrier. La finale de ma carrière, les 10 dernières années, c'était effectivement du long courrier. On démarre par du moyen courrier, puis après on monte en gamme. Nous, moi, je connaissais les références de tes avions, donc on a précisé. Tu as fini sur des longs courriers. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, la vie de famille, c'était plutôt compliqué. Et à l'époque, il y avait pas tous les outils aujourd'hui pour communiquer. Tu communiquais comment avec ta famille à l'époque? De toute façon, je parle téléphone. On avait les portables, bien sûr. Oui, mais enfin bon,
heureusement, j'avais la chance d'avoir une épouse enfin, j'ai toujours une épouse, bien sûr, Oui, non, bien sûr. entre autres, qui a assumé toutes mes périodes d'absence, hein, parce que bon, on part 8 jours, il faut assumer la vie et l'éducation des enfants et tout ça, voilà. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es pilote retraité. Oui. Tu as fini ta carrière en quelle année? 2008, parce que au moment où, même 2007, fin 2007, puisque à la période où j'ai atteint mes 60 ans, là, on m'a foutu dehors. D'accord, ok. Mais c'était prévu. Hein. C'était prévu, Mais à cette période-là, les équipes, les navigants techniques, les pilotes ne pouvaient plus voler. Maintenant, c'est passé à 65 ans, mais c'était 60 ans, fin de carrière. Absolument. Je n'avais plus le droit d'être dans un cockpit. Même en tant que copilote ou des choses comme ça? Non, c'était terminé. Bon, maintenant, ça a évolué un petit peu, suite à des besoins. Enfin, c'est des réglementations internationales. Bon, maintenant, c'est 65 ans, mais encore, il y a une petite contrainte, c'est que au sein d'un équipage, c'est-à-dire les deux pilotes, il doit y en avoir qu'un seul qui est entre 60 et 65 ans. Il ne peut pas y avoir. Voilà. Il ne peut pas y avoir deux. Faut pas deux vieux cons. Faut pas deux. Ok, non, mais attends, moi, voilà. Ça me va bien. J'avais vraiment une question intéressante. Est-ce que dans ta carrière, il t'est arrivé des situations de stress intense? Oui. Mais le stress, il y a le bon stress, le mauvais stress. Bon, on passe son temps. On peut dire que le stress, on l'a non pas en courrier, en vol normal. Ça arrive. Bon, des pannes, c'est de l'outil. Hein, c'est quand même. Il y a des pannes, c'est de la mécanique et tout ça. Mais les périodes de stress sont plus les périodes de session d'examen. Et de contrôle que l'on passe, que l'on subit, parce qu'il faut appeler leur nom. Tous les 6 mois, il y a des sessions au simulateur où là, on se charge de dans le rouge, d'accord. Et voilà, exactement. Non pas dans un but de faire craquer, mais d'un but quand l'instructeur, voilà, c'est de maintenir une compétence, maintenir des réflexes, des habitudes, des techniques, ce qui permet de maintenir une fiabilité et de maintenir le point faible de l'avion, c'est l'homme. Hein. Les facteurs humains et les erreurs humaines sont alors les pourcentages, je sais pas, mais c'est plus de 70%. C'est la faute. C'est un facteur humain, hein, qu'il soit au sol, en vol ou n'importe où. Mais le gros problème, et c'est pour ça qu'il y a ces périodes de simulateurs qui permettent de jauger, de qualifier le point faible, qui est l'être humain. Et donc ça nous amène à avoir des périodes de stress où on n'y va pas par plaisir. Hein. Et alors justement, grosse question, mais ça sur sa passion. Donc tous les 6 mois, vous étiez évalué en simulateur. Oui. En fait, en gros, tous les 6 mois, il y avait examen. Oui. Ah oui. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait tu n'avais jamais la même équipe avec toi. Oui. Ton copilote, c'est jamais le même non plus. Jamais. Donc là, ça veut dire que dans le simulateur, tu n'es pas tout seul. Tu as c'est l'examinateur qui est avec toi ou c'est lui qui a... Ah non, il est derrière, il manipule et puis on est un binôme qui passe le test. Oui, absolument. Donc faisons très simple. Si le copilote réagit mal, je ne sais pas si ça peut arriver, hein, mais qui te met toi en difficulté parce que tu es le commandant de bord, c'est les deux qui seront pénalisés? On va juger les deux, oui. C'est là où est un peu le travail de l'examinateur, ou de l'instructeur ou de l'examinateur derrière, à trouver le maillon faible, éventuellement lui proposer une autre séance. D'accord. Mais il y a toujours, chacun un petit peu à sa séance, parce que sans rentrer dans trop de techniques, mais vas-y. Moi, on peut y aller même. Je suis passionné, donc tu peux y aller. Il y a dans un vol, les deux pilotes ont la même qualification. Hein. D'accord. Okay. Il y en a qu'un seul qui prendra la décision, qui est le plus âgé, qui est nommé commandant de bord, mais par définition, les deux ont la même qualification, ont les mêmes compétences techniques, pas la même expérience et tout ça, mais les mêmes compétences techniques.
dans un souci de redondance. Bien sûr, Tout ça, c'est ce qu'on est en train donc, de faire pour le podcast. voilà, exactement. Et donc, dans une séance, on va faire que dans un vol normal, il y en a, par exemple, la grosse question qu'on pose, tu parlais de préparation, eh bien, la grande question qu'on pose d'abord, enfin, que le commandant de bord regarde et tout ça, c'est qui fait la première étape et l'autre, la deuxième étape, parce que on va répartir les tâches. D'accord. L'un va piloter, l'autre va se charger un peu. Il y a, sans rentrer, mais il y a quatre fonctions. Il y a On le va pas pouvoir pilotage, l'empêcher de rentrer dans les voilà, détails. pilotage, navigation, communication et mécanique. C'est les D'accord. 4 fonctions d'un pilote. Eh bien, chacun va en prendre 2 à son compte D'accord. et l'autre va prendre les 2 autres. D'accord. L'un va piloter, l'autre va faire la navigation et ainsi. D'accord. Tu vois un petit peu Je vois la comment là. répartition, ouais. Et l'étape retour, ça va être là, on va inverser. D'accord. Voilà, donc il y a L'étape retour, c'est le vol retour. voilà, Ok. le vol retour. Donc on va inverser on essaye d'équilibrer, que chacun pilote et tout ça. Donc dans le cadre d'une période au niveau du simulateur, on va faire la même chose. D'accord. Et donc c'est à l'examinateur qui va être derrière de dire où est le point faible et que D'accord. c'est à lui de s'il y a une conduite avec une panne moteur et une mauvaise tenue de trajectoire, s'il y a un problème de pilotage, ça va C'est pas la- être le non volant, mais ça va être le volant où on va lui dire attends, tu m'as mal tenu, on est passé sur le dos, on va éviter ce genre de bêtises. On arrête la session, on va reprendre tranquillement, on va refaire une autre. Ouais, D'accord. tu vois, c'est un Ok, peu. ouais, je vois. On arrive à dire, il y a effectivement un travail en équipage, mais les fonctions sont parfaitement définies et on voit qui tient pas sa place. D'accord, ok. Si, par exemple, je suis très bavard, mais enfin, Vas-y, tu peux y aller, il y a aucun souci. la fonction mécanique, si on se rend compte que au simulateur, l'avion est bien tenu, mais par contre, la personne, le numéro 2, se trompe de bouton, inverse une pompe hydraulique ou inverse quelque chose et met l'avion en difficulté, c'est lui qui va avoir C'est droit à lui. une séance de rattrapage. rattrapage. Absolument. Ok. Voilà. Le simulateur, c'est ok, donc c'est une étape pas agréable pour vous, vraiment pas. C'est une étape Nécessaire. nécessaire. Et est-ce qu'à des moments, mais est-ce que tu sens que ça te met en confiance plus que si tu l'avais pas? Cette étape cette remise à niveau, enfin, ce nouveau tampon, en fait, je pense, que vous avez quand vous passez ce simulateur-là. C'est quoi? C'est un peu comme pour les pompiers, dire bah, je suis apte et donc il n'y a pas de souci. Ça vous rassure un peu? Vous, en tant que. Ou pas du tout? Non, ça fait partie de la vie normale. Ok, d'accord. C'est quand on a, ça m'est arrivé d'avoir un ou deux pépins en vol. Le fait d'avoir appliqué les procédures telles que je les avais apprises et revues, pratiquées au simulateur, fait que tout s'est bien passé. Quoi, Ouais, c'est tout. oui, bah, la Voilà. preuve. Voilà, je suis là. Oui, donc c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment pour acquérir aussi des automatismes. Limite, enfin, comme quelqu'un qui marche, quelqu'un qui court, ça devient un automatisme. Il répond aux problèmes sans réfléchir. C'est ça que tu es en train de. Pas sans réfléchir, Non. mais on a Pardon. le background des choses qui ont bien été étudiées, qui ont été pratiquées, à la fois étudiées par les ingénieurs qui ont conçu l'avion, par l'ensemble ensuite des cadres de la compagnie qui eux les ont mis adaptés ou revus et tout ça, mis en pratique, et puis quand ça marche, tout vole, voilà, exactement. On réinvente pas l'eau chaude. Non. Ok, super. Juste, donc maintenant tu es instructeur. Alors je fais très attention, tu as vu aux mots que j'utilise, parce qu'on s'est eu au téléphone. Ouais. Donc tu es instructeur dans un aéroclub. Oui, absolument. Ouais. Donc c'est plus petit comme avion. Oui. Et je pense que les contraintes de vol sont les mêmes, mais est-ce que c'est quel type de population aujourd'hui souhaite devenir pilote? Quand je dis population, c'est pas, c'est vraiment la partie. Est-ce que c'est des personnes type de mon âge, 30-35 ans, j'espère. Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Est-ce que c'est des gens qui font ça aussi par passion? Est-ce que là-dessus, tu as quelque chose à nous dire sur vraiment le fait de. Parce qu'aujourd'hui, tu transmets finalement en tant qu'instructeur, c'est de la Oui. transmission. Oui. Aujourd'hui, voler dans un aéroclub, c'est quel type de personnes qui sont là? Et ça prend combien de temps de voler sur les petits vols, petits coucous?
Oui, on a toujours eu la même population. Elle fluctue en quantité, mais pas en qualité, hein. On a dans les aéroclubs en général, et de France et de Navarre, on a deux types de population. On a les jeunes qui sont fanas, sont nés avec cette idée-là ou presque, hein, donc Ouais. qui suent sang et eau pour se payer leur heure de vol et qui rêve que d'une chose, c'est donc C'est monté sur. d'embrasser la carrière et toute la gamme de pilotes, parce qu'il n'y a pas que le pilote de ligne, hein. Il y a le pilote professionnel, il y Bien a le sûr. pilote d'aviation d'affaires, il y a le photographe, il y a quand même tout la personne qui va accumuler des heures de vol ou qui va faire du parachutisme ou qui va être pilote de parachutiste ou Ouais. pilote de planeur ou pilote tout ça. Donc il y a ça c'est les jeunes que l'on rencontre qui sont fanas, qui euh, sont là pour à la fois sur la jour et nuit ou presque, et puis euh, des gens qui embrassent, qui viennent là, peut-être plus établis dans la vie parce que il y a Ouais. un problème de moyens et Ouais. ça limite quand même beaucoup les heures coûtent cher, hein, et sont un peu plus établis dans la vie et peuvent se permettre ce rêve qu'ils avaient avant mais qui n'ont pas pu se payer. Alors il y a aussi également petite partie, je vais être méchant, mais enfin les nouveaux riches qui viennent un Mhm. petit peu, qui ont très bien réussi et qui veulent se payer ça, mais c'est marginal C'est et marginal. c'est pas parce qu'on sait que c'est une passade en D'accord. général. Mais enfin, enfin les instructeurs pilotes. Alors dans les aéroclubs, il y a beaucoup d'instructeurs. Il y a des instructeurs rémunérés qui font leur carrière comme cela, hein. D'accord. Et puis il y a beaucoup d'instructeurs bénévoles où moi j'avais commencé un petit peu comme ça, qui sont là également pour accumuler des heures de vol, hein, Pour faire des heures de qui vol. Ouais. voilà, hein, parce que une fois qu'on est pilote privé, le meilleur moyen pour ne plus payer, c'est se faire d'instruction. Mais là, on n'est Bien pas sûr, pilote, comme hein, tout. on n'est Comme plus tout. pilote, hein, là, D'accord. on transmet, mais c'est tout, hein. Et alors, on va finir là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs qualifications. Et est-ce que tu t'y connais un peu en parachutisme? Ou en tout cas la qualif de largage? Oui, le largueur, oui. Ouais, le largueur. Donc je voudrais qu'on parle un peu des niveaux parce que tu démarres pas pilote. Tu peux. Enfin, attention, je fais attention à la question que je vais te poser. Tu as plusieurs qualifications dans le pilotage, Hmm. avec instrument, sans instrument. Est-ce que quelle est la qualification aujourd'hui pour un pilote privé la plus compliquée à avoir? Celle qui demande vraiment le plus d'investissement, pas en termes d'argent, mais en termes de temps. En termes de, enfin, on parle d'abord de licences. Il y a les trois licences principales, Là, il me hein. corrige en fait, vous le voyez. Voilà. Il y a la licence de pilote privé qui permet de piloter tous les avions dont on aurait la qualification de type, puisqu'à à cela, on a la licence de base qui est un petit peu Le le, permis, le permis, voilà, et et puis après, dessus, d'accord, on a des qualifications d'avion, de type d'avion. d'accord, Le deuxième pas, c'est le pilote professionnel, d'accord, qui est quelqu'un qui a un petit peu plus que le pilote privé. La grosse différence, c'est que il peut être rémunéré, ce qui ne peut pas être d'accord, fait, hein. Donc c'est un pas supplémentaire, ok, hein, un complément supplémentaire. Et ça, tout ça, c'est pour faire du travail, donc rémunéré, mais seul à bord. C'est-à-dire les d'accord, pilotes largueurs, les pilotes photographes, les pilotes instructeurs, les tout ça. Donc ok. ça, c'est le deuxième pas. Et le troisième pas, c'est le pilote de ligne, où on fait exactement la même chose, mais Oui. avec en équipage et pour aller en compagnie. Ouais, puis il y a 800 personnes derrière aussi. Et il y a 800 personnes derrière. Voilà, un petit peu les trois. D'accord, Donc là-dessus, sur ces trois types de licences, hein, de papier, s'adjoignent à la fois des qualifications de type, hein, type d'accord, d'avion, type d'avion, hein, du monomoteur, du bimoteur léger, du bimoteur lourd, des réacteurs, des Boeing et tout ça. Donc ça, même ouais, un pilote privé peut très bien. Il y a des grands chefs d'entreprise qui se sont payés des qualifications pour voler sur un Airbus ou sur ouais, bon, voilà. Hein, d'accord, on pourquoi peut, pas, hein, pourquoi pas? voilà. Donc ça, ces qualifications-là, eh bien, elles sont alors, en plus de cela, eh bien, il y a une autre qualification importante qui est la qualification de vol aux instruments, l'IFR, l'IR, ce que tu as évoqué. Donc, qui est là la capacité à voler par tout temps.
Ouais. Allez, donc là, il y a et c'est un petit peu, et ça peut s'adjoindre à l'une des trois. C'est une qualification. D'accord. D'accord, hein, donc pilote privé, pilote professionnel, il faut qu'ils aient cette qualification complémentaire. Au niveau du pilote de ligne, ça fait partie. D'accord. Voilà, c'est Ça adjoint, marche. ça marche. Voilà. Donc le plus compliqué, effectivement, c'est cette qualification aux instruments parce que il y a tout un processus quand ce qu'on ne se rend pas compte quand on est un rampant, c'est Je sens que ça, c'est la blague privée, voilà. ça. C'est la privée de joke de pilote, ça. Quand on est un rampant, on n'a pas de notion parce que déjà on est les pieds sur terre, on a des phénomènes dans les oreilles qui nous permettent et la vue de savoir toujours où on est. Exactement. Et dès qu'on est dans un nuage, on ne sait plus qu'on est Non. et Je confirme. voilà, on confirme. Et donc on est obligé de se référer à des instruments gyroscopiques pour et à combattre nos propres sensations corporelles que l'on a avec les oreilles et avec l'absence de vue extérieure par une surveillance de ces instruments, de l'horizon artificiel, pour dire son nom. Et donc là, quel que soit le cas de figure, il y a un apprentissage, il y a tout qui se justifie par des heures de vol. Donc ça, ces qualifications-là, toutes ces qualifications que je t'ai énumérées, que ce soit de type d'avion, de vol aux instruments, eh bien ça, tous les ans, il faut les maintenir parce que ça s'oublie. Hein, donc c'est alors le coût et la difficulté, c'est à la fois la partie connaissance initiale et puis ensuite le maintien de ses compétences. Oui, c'est que c'est jamais acquis en fait. C'est jamais acquis. C'est tous les ans. Ça c'est vrai que je le savais avant, mais tous les ans, faut avoir accumulé un certain nombre d'heures de vol pour garder sa licence. Voilà. Et des contrôles. Et il n'y a pas de simulateur pour la partie pilote. Alors, peut-être que Si, il y a des petits simulateurs. Alors, c'est pas on n'appelle pas ça vraiment des simulateurs. Sur le plan commercial, on appelle ça un simulateur. C'est pas tout à fait parce que là, ce genre de choses, on appelle ça des entraîneurs au vol. C'est-à-dire parce que il y a des écrans, il y a un tableau de bord, mais il n'y a pas le déplacement, le siège qui bouge. En fait. Voilà. Il n'y a pas la mise en situation. Voilà. Okay. Ce qui est le cas sur les gros simulateurs où maintenant on a avec les moyens modernes de simulation et d'analyse et de capacité informatique, on s'y croit complètement. Hein, oui, ça je viens de croire. Aujourd'hui, maintenant, je viens d'y croire. Voilà. Je viens de croire. Voilà. Ok, c'est super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour cette interview. Et moi, je vous dis rendez-vous à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast. Merci à tous d'avoir écouté l'interview de Patrick. C'était vraiment un moment hyper sympathique pour moi. J'ai appris plein de choses. Et vraiment, l'aviation, c'est un monde qui me passionne de par sa rigueur et des contraintes qu'on impose aux pilotes. Si vous avez des envies d'interviews spécifiques avec des gens qui vous inspirent ou qui vous parlent, n'hésitez pas à m'en faire part, soit directement par email, d'accord, pour ceux qui sont un abonné à la mailing list, ou sur le groupe WhatsApp du podcast. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.